Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités. Des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Au cœur de mon cycle. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie de recevoir Sophie Litt, qui a une entreprise de coaching parental qui intervient aussi en entreprise. Donc, son objectif, entre guillemets, c'est d'aider les femmes à retourner au travail après leur congé maternité et aussi, en fait, les aider à retrouver leur juste place, que ce soit dans le monde professionnel, mais aussi plus personnel à la maison. Donc c'est une immense joie. Aujourd'hui, on va aborder plein de sujets absolument passionnants, Sophie. Donc merci d'avoir accepté mon invitation. Avant qu'on commence à parler de toi, de ton parcours, est-ce que déjà tu peux te présenter avec tes mots et puis voilà, nous raconter un petit peu ton parcours et nous dire pourquoi tu fais ce que tu fais, s'il te plaît. Déjà, Mathilde, merci pour ton invitation. Je suis tellement heureuse d'être avec toi aujourd'hui et de partager ce moment avec toi. C'est trop, trop bien. Donc, merci encore. Je pense que si les gens pouvaient nous voir, on a un sourire toutes les C'est deux vrai, jusqu'aux oreilles. J'adore. tout à fait. J'adore, j'adore. Alors, comment me présenter? En plus de ce que tu as dit, donc moi, je m'appelle Sophie. Je réfléchis encore, je compte 44 ans. Je suis mariée, j'ai 4 beaux enfants dont l'aîné est adulte maintenant, elle va avoir 20 ans, puis il y a des triplés qui ont 16 ans, donc voilà, déjà une grande fils, Nathan, qui a fêté ses 10 ans. C'est de l'appeler petit garçon parce que c'est un grand garçon, qui est mon enfant extraordinaire, sujet sur lequel on reviendra par la suite. Mhm. Comme tu l'as dit, donc je suis coach parental, c'est une reconversion professionnelle. J'ai d'abord été cadre avec une fonction de vente à l'international pendant plus de 10 ans. Métier très très passionnant, très prenant pour moi, ne serait-ce que par ces voyages, d'être tout le temps dans ma voiture, dans un train, dans un avion toutes les semaines, de ne pas dormir chez moi régulièrement, mais et surtout, parce que mais c'est négatif, et surtout de découvrir tellement de cultures différentes. Voilà. Ça, c'était ultra intéressant parce qu'au-delà de vendre les produits industriels dans lesquels j'étais à l'époque, je vous passe les détails, c'est pas très intéressant, c'était structure. Euh, Parce qu'il n'y a rien à faire. On ne partage pas un moment où on ne négocie pas de la même façon avec quelqu'un qui travaille en Angleterre, en Turquie, en Allemagne, en Thaïlande, en Chine. Mhm. C'était ultra passionnant. J'ai adoré faire ça. Et en même temps, quand j'ai eu mon fils, donc Nathan, toute cette dimension internationale et voyage a été un peu plus compliqué fatalement parce que revenir au travail quand on ne dort pas plus de 2-3 heures d'affilée, et encore je suis gentille, Ouais. euh, continuer un allaitement, en tout cas tenter de continuer ce projet d'allaitement comme on le voudrait, et en même temps devoir revoyager assez vite, Mhm. ça a été assez compliqué à mettre en place, je dois le dire. Ouais. J'imagine. Et tu dirais que c'est vraiment le fait d'être donc devenue maman qui a fait qu'au niveau pro, bah voilà, tu t'es rendu compte que ça collait plus avec peut-être la vision que tu voulais avoir. Et puis le fait, comme tu disais, les déplacements, tout ça, peut-être que tu avais aussi moins, voire plus du tout envie de le faire, quoi.
d'être vraiment en C'est mode. ça, il y avait la non-considération, en fait, tu vois, par Hmm, rapport à une vie qui a complètement changé. J'avais déjà eu une petite, un truc, mais que j'avais pas capté à l'époque. En fait, en 2013, donc 2 ans avant, je me suis absentée 2 fois un mois hmm, parce que je devais me faire opérer d'une endométriose assez hmm. profonde. Et donc, en fait, je devais être opérée 2 fois. Et donc, je me suis absentée 2 mois, mais une fois en été et puis une fois à la rentrée au mois d'octobre. Et donc, en fait, c'est quand même conséquent quand tu t'absentes Hmm. 4 semaines d'affilée comme ça. Alors, moi, j'en parlais pas trop parce qu'en plus, à l'époque, endométriose, on en parlait encore moins qu'aujourd'hui. Puis bon, tu sais, c'est à sphère gynéco, privé, tout Ouais, ça, dans un monde très industriel de mecs et tout ça, pas envie d'en parler. Et quand même, quand tu reviens et que les gens te disent à peine bonjour, comment ça va, et bim, on te remet au boulot. Et en fait, on ne sait pas ce qui est passé, ce qui s'est passé dans ta vie privée, à part que tu as été malade pendant un mois, mais on s'en fiche. En gros, on est reparti, youpi tralala, et tu y vas et tu atteins tes objectifs, quoi. aïe, aïe, Donc, aïe. déjà, quand même, à l'époque, je me suis dit, surtout la deuxième fois en revenant, moi, j'étais toujours rincée, tu sais, j'étais épuisée, 2 anesthésies générales quand même. En à peine 3 4 mois, pas mal de douleurs, une reprise assez difficile. Et je me suis dit, mais en fait, les gens, ils en ont rien à fiche, quoi. Hmm, Alors que moi, j'étais une personne qui m'investissait à 2000%, j'étais toujours la première à mettre dans des groupes de travail, à essayer hmm, de faire évoluer la situation, etc. Donc déjà à l'époque, je me suis dit, il y a un truc, mais tu sais, je l'ai mis de côté. hmm. Mais 2 ans après, là, quand je suis revenue, je me suis quand même dit, oh là là, mais il n'y a personne qui en a rien à fiche. En fait, moi, j'ai complètement changé. Ma vie, elle a complètement changé. Pendant 4 mois, j'étais quand même dans un autre monde parallèle, tu sais, Hmm. en postpartum. Et non, à peine revenue, ils avaient reçu une méga réclamation de clients quelques jours avant mon retour. Bah, ils se sont dit, ouais, Sophie, elle va revenir la semaine prochaine, donc Sophie, elle va gérer. Elle sera en pleine forme pour. Ça ira sans problème. Alors, j'avais pas pris beaucoup de poids pendant ma grossesse. Et donc, quand je suis rentrée physiquement, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, oh, on dirait pas que tu as eu un enfant il y a 4 mois. Mais je veux dire, au-delà de ça, les gars, je suis complètement, enfin, voilà, je suis complètement déphasée, je dors pas. Enfin, bon, ça, de nouveau, on n'en parlait pas du tout à l'époque. Mais Hmm. pas de souci. J'avais mon plus gros client en salle de Ouais. conférence. Je sais plus si c'était l'après-midi même ou le lendemain, mais en tout cas, c'était très, très vite. Et Ouf. Sophie, elle va gérer, elle est là. Bah non, Sophie, elle gérait pas du tout, en fait. Ça, c'est vrai que pour l'avoir aussi. En fait, c'est pas vraiment que j'ai ressenti la même chose, mais ce côté un peu genre zéro considération, bah en fait, c'est tellement vrai dans le monde de l'entreprise et d'autant plus dans les mondes un peu, ouais, le monde un peu industriel, quoi, où la présence Bah oui. masculine est quand même très très forte, on va dire. Bon, en tout cas. Ouais. Et puis même, tu vois, tout le monde, soi-disant, ou en tout cas une majorité de personnes font des enfants, une majorité de personnes travaillent et donc retournent bosser après un congé mat. Donc en gros, bah, fait comme tout le monde. Et j'ai une amie qui a été enceinte, c'était la responsable R&D, on est resté très proches encore aujourd'hui. Et je me souviens, elle a eu son fils 2 ans avant que j'ai Nathan. Et je l'ai vu revenir et pédaler dans la semoule, mais un truc de fou. Et tout le temps, elle me disait, bah ouais, mais j'ai voulu un vélo, alors je pédale. Et cette phrase, elle m'est restée en tête, l'air de dire, ben en gros, t'as voulu un truc, maintenant t'assumes. Off. C'est un truc de fou, mais ça représentait tellement ce qu'on vivait, en fait, ce que moi je vivais principalement, parce qu'on en a reparlé pas mal, et la dimension voyage et tout ça était beaucoup plus impactante chez moi, parce que je voyageais beaucoup plus qu'elle, etc. Mm, Mais je veux dire, dans toutes les sphères de ma vie, même moi j'avais l'impression qu'il n'y avait que moi qui pédalais justement sur ce vélo, et que pour les autres ça fonctionnait, parce que personne n'avait l'air affectée par tout ça. Et donc moi, mm, je me suis enfoncée petit à petit à me dire, mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis on me remettait des choses sur le dos, sur le dos, sur le dos. Moi, je me dis, je vais pas dire non. Donc très vite, se dire, ouais, je dois compenser ces fameux 4 mois où je me suis absentée. Et en même temps, à la maison, on se rend vite compte qu'en fait, on n'est jamais avec nos enfants. Je me souviens, mon mari, Denis, avait dit, c'est toi qui iras le chercher à la crèche, parce que sinon, tu vas encore me faire des retours tardifs, voire nocturnes, c'est pas possible. Donc moi, j'irai déposer le matin, et toi, tu iras le chercher à la crèche, comme ça, je suis sûre que tu es à la maison à une heure descente. Mais du mm. coup, moi, je partais méga tôt le matin pour être sûre d'avoir le temps de faire ma journée. Et je les entendais là, j'avais eu à peine le temps de le réveiller, lui donner le sein, de gazouiller un petit peu avec lui, et puis après, hop, 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 au taquet, je partais. Et je les entendais là, gazouiller à l'étage tous les deux, prendre le temps et tout ça, et moi je partais. Et en fait, C'est dur. vite les premières semaines, j'avais le cœur mais brisé en mille en fait. Oh. Ah ouais. Et puis tu vois, tu vas aller chercher à la crèche, il est fatigué. Ouais. À peine le temps de bah, nouveau hop 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 petit tété machin un petit bain jouer à peine et puis après c'est dodo donc en fait tu te dis mais je le vois pas mon gamin et encore ça c'est quand je suis là quand j'étais en déplacement c'était encore pire quoi je me souviens je l'amenais à la crèche et elle voyait à ma tête les jours où c'était un jour de déplacement quoi tellement j'étais Oh.
Ah ouais, le nombre de fois que j'ai pleuré en le déposant le matin. Elle me disait, ah, combien de nuits? Oh, 3 nuits cette fois-ci. Je lui donne, oh, c'était horrible. Horrible. Ouais, non, comme Ouais. je comprends, comme je comprends. Et ça me fait penser, oui, en fait, ça me paraît loin, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça aussi, ma vie de salarié. C'était un peu Mhm. pareil, j'avais aussi des déplacements. Et en fait, du moment où j'ai eu ma fille, pour moi, c'était impossible, quoi. C'était impossible de me dire... et c'est aussi ça qui a fait que, bah, de toute façon, j'ai vite, entre guillemets, arrêté. Parce que ça collait plus. Enfin, au niveau de la vision que j'avais et le nouveau rôle de maman que j'avais, en fait, pour moi, c'était impossible de me dire que j'allais la laisser, en fait. Donc, C'est très compliqué. Et à des moments, on se met aussi dans des scénarios où on a l'impression que ça va être plus simple. Style, j'avais une foire commerciale annuelle au mois de novembre en Allemagne où je devais aller. Et d'habitude, je logeais sur place avant d'avoir Nathan, parce que c'était plus simple que de faire le déplacement où c'était encore 1h30, 2 heures dans les bouchons, le temps de rentrer chez soi, etc. Et comme ça, bah voilà, on mangeait avec les collègues, j'allais dormir pas trop tard, etc. Mais l'année où j'ai eu Nathan, je suis allée trouver ma boss en pleurs en disant ouais, je peux pas dormir une semaine à Düsseldorf. Elle me dit mais Sophie, je te demande pas ça. Si tu veux rentrer à Liège, tu le fais. Sauf que faire des journées de salon, oh, yeah. la journée entière, se taper 2 heures de bouchon, rentrer chez soi, se dire mince, il dort déjà, donc ce sera pour le prochain réveil, parce qu'évidemment en novembre il dormait pas. Donc j'ai recommencé en septembre. En novembre il dormait quand même pas toujours super super bien. Et donc se réveiller plusieurs fois la nuit, l'allaiter, etc., pas super bien dormir, et le lendemain, rebelote, 2 heures de bouchon, aller à Ouais, Düsseldorf, faire ma chose. Ah, c'était l'enfer. Donc ouais. même des moments, on a l'impression qu'on s'aménage des temps pour que ce soit plus simple. En fait, c'est ingérable, quoi. Ingérable. Et ça, Oh, t'as pas de soutien, c'est juste, ah oui, ok, tu fais ça comme ça, et ma boss avait été très sympa, entre guillemets, de me proposer ça, mais c'est quand même pas simple. Et ah t'as non, pas de soutien, t'as personne qui est là pour spécialement en parler. non, c'est un gros rythme, Non, quoi. C'est un gros rythme. ouais. Waouh, ok, trop bien Sophie. Écoute, j'ai vraiment, en fait, c'est un peu ce que je te disais en amont enfin, avant de commencer l'enregistrement, c'est que tu es une femme vraiment exceptionnelle, Sophie, mais je suis tellement heureuse de te mettre en avant dans mon podcast, de parler bah, de toi, de ton parcours, bah, voilà, de ton rôle aussi de maman. Aussi, après, on va évidemment parler de comment t'en es amenée, enfin, t'as été amenée à créer ton entreprise de coaching parental. Euh, mais j'aimerais bien qu'on aborde ce sujet en fait de parentalité extraordinaire. Hmm, Est-ce que tu peux nous dire avec tes mots ce que toi tu entends par parentalité extraordinaire, s'il te plaît? oui. Donc la parentalité extraordinaire, ça vient du fait que des parents avec un enfant porteur de handicap, Mm. ok, ce qui est mon cas, parce que Nathan donc a une maladie métabolique génétique qui a donné un handicap moteur et des retards de développement, etc. Ok. Et en fait, pourquoi est-ce que je nomme ça extraordinaire? C'est parce que j'ai remarqué au fur et à mesure des séances avec des rééducateurs et rééducatrices, c'est que souvent ils parlent de nos enfants extraordinaires. Ils leur donnent comme ça une dimension, parce que c'est vrai que c'est des enfants incroyables, une force, même s'ils ont des contraintes, qu'elles soient physiques ou même intellectuelles, etc. On va quand même retrouver toujours chez ces enfants une force, une résilience et une volonté d'aller toujours plus loin qui est incroyable. Et Mm. donc, j'ai souvent entendu tous ces rééducateurs parler d'enfants extraordinaires, et je trouve ce terme magnifique parce que du coup, ça met en lumière, parce que le handicap, souvent, c'est lourd, c'est gris, c'est... Voilà. Mm. Et en fait, c'est tellement autre chose, le handicap aussi. Et donc, je trouve que parler d'enfants extraordinaires, de parentalité extraordinaire, bah, ça redonne beaucoup plus de couleur et de joie dans cette vie qui est clairement particulière Mm. et que j'ai envie aussi de mettre en avant et de célébrer pour moi et puis pour tous les autres parents et tous les autres enfants qui sont concernés. Donc, voilà Mm. pourquoi ce terme parentalité extraordinaire. Ça me fait des frissons, j'adore. Et est-ce que toi, par rapport un petit peu au début peut-être de ton histoire avec la maternité, est-ce que tu t'es rendu compte en fait assez rapidement que donc tu étais devenue maman d'un enfant extraordinaire ou comment en fait comment ouais, si tu peux nous raconter peut-être le début, je sais pas, Bah j'aimerais oui. bien Bah entendre. justement, on n'a pas capté tout de suite qu'il y avait Ok, des soucis. ok, Et justement, quand dans ces premiers mois de travail, là, un dimanche, en fait, on était à la maison et je devais partir en Allemagne le lendemain pour un gros événement. Et en fait, Nathan a fait une première crise d'épilepsie
Hmm. en sortant de sa sieste. Ça a été incroyable pour nous de voir notre petit loulou de 7 mois commencer à convulser, etc. C'était absolument horrible. On a bien sûr fini aux urgences où on est resté en observation toute la nuit pour voir ce qui se passait. Moi, ça a été un moment aussi, et c'est important de le partager ici aussi parce que ça fait partie de mon histoire. Ça a été aussi par rapport au travail, pour revenir à ça, très difficile pour moi d'exprimer justement à mes boss en sortant de la maternité pour aller chercher, pardon, de l'hôpital pour aller chercher des vêtements, reprendre des choses avec moi pour Nathan, etc. Parce que donc il était hospitalisé pour rester en observation et j'ai appelé mes responsables pour savoir par rapport au lendemain en disant ben voilà, je suis à l'hôpital, Nathan fait une crise d'épilepsie. Et par rapport à demain, quoi. Et en fait, on m'a pas dit reste avec ton enfant. On m'a juste fait, en gros, 17 points de suspension. On m'a laissé vraiment dans le vide. Aïe, aïe, aïe. Faut savoir que avec mon directeur général, c'était compliqué depuis que j'étais enceinte aussi, hein, beaucoup moins disponible qu'avant, donc fort confrontant. Et on risquait en fait de perdre notre plus gros client à l'époque. Et donc je savais que si j'allais pas en Allemagne le lendemain et que on perdait le client, il m'en serait tenu quand même un peu responsable, quoi. Donc j'étais vraiment tiraillée entre le fait de dire que je sais où est ma place, c'est auprès de mon fils, et en même temps, professionnellement, je suis vraiment dans la mouise, je sais pas. Et je pense qu'ils auraient dû, en tant qu'employeur, prendre la responsabilité de me dire, mais enfin, reste avec ton fils. Et voilà ce qui n'a pas été le cas. Donc, je suis retournée à l'hôpital, j'ai dormi avec Nathan, donc que j'allaitais toujours, et en me disant, et en leur disant, si cette nuit ça va, je pars, si ça va pas, je reste. Heureusement, on a passé une super nuit collée, serrée, etc. Super. Le lendemain matin, ça allait mieux. L'infirmière qui est passée le matin m'a dit, écoutez, madame, ça va. Denis, mon mari, est arrivé, il m'a dit, tracasse, je gère. Et donc, moi, je suis partie en Allemagne, le cœur brisé en mille, mais j'y suis allée. J'ai reçu un message de Denis 2 heures après en me disant, tout va bien, les constantes sont bonnes, les prises de sang sont bonnes, donc on rentre à la maison, etc. Mais donc, ça a quand même ouvert aussi tout un volet médical où, Hmm. voilà. Moi, j'y suis retournée une semaine après, on a refait une petite écho de la fontanelle qui était encore assez ouverte à l'époque. Et le neuropédiatre m'a dit, oh, vous savez, on a tous droit à quelques crises d'épilepsie dans notre vie. Ça arrive pas. Et Ah, donc toi, tu repars, jeune maman, avec ton bébé de 7 mois, tu sais, que tu as cru perdre une semaine avant, parce que j'ai vraiment cru qu'il allait mourir dans mes bras quand il a convulsé comme ça. Et on te dit, bon, on a tous droit à ça, il pourra refaire, pas en refaire. aïe. L'horreur, quoi. Et donc, on a commencé quand même à aller voir une neuropédiatre qui s'est dit, ouais, moi, je vais quand même prendre Nathan en Hmm. charge et on va un petit peu voir. Ok. Et la pédiatre qui s'en occupait était une pédiatre plus sur la retraite, m'avait quand même dit, ouais, c'est vrai qu'il ne redresse pas sa nuque, qu'il n'y a pas la tonicité qui doit... Mais moi, j'y connaissais rien, Ah c'est oui. mon premier et seul enfant, et on n'avait pas remarqué, quoi. Et donc, on a commencé quand même à regarder qu'effectivement, le développement était plus lent, tu vois. Il y a eu du quatre pattes, il y a eu ouais, assise et tout ça, mais c'était quand même beaucoup plus compliqué pour lui, plus de temps, et il était aussi hyper lax. Ça, on a vu qu'il était assez Ok. hypotonique assez vite. Mais un flou artistique et médical terrible quand même, parce qu'on veut commencer à analyser au niveau génétique, mais la génétique, c'est hyper large. Ah oui, Donc on oui, va oui. analyser un gène ou l'autre, mais Oui. on ne sait pas. Ouais. On ne sait Waouh. pas. Donc ça a été pendant des années, donc ces premiers épisodes-là, donc il avait 7 mois, 8 mois. On a mis la kiné en place assez rapidement pour l'aider justement à l'outiller, à s'asseoir correctement, à se relever, à essayer de marcher. Donc Nathan, il a vraiment marché. À 2 ans, j'ai encore les vidéos de son anniversaire où il marche avec mon papa, tu sais, avec les doigts, avec des petits doigts, là, il marchait pas encore tout Hmm. seul. Puis on Ok. a mis de l'orthophonie en place aussi vers ses 3 ans parce qu'il n'alignait pas plus de 2, 3 mots. Donc on Ok. voyait bien qu'il y avait beaucoup de retard, mais c'était ouais, Nathan, c'est un enfant qui prend son temps. Ouais, mais tu sens quand même au fond de toi qu'il y a un truc. Ah Parce que tu oui, vois quand donc, même les enfants autour, tu ouais. vois, elle remet des choses en place à l'école, s'il allait Hmm. à l'école normale à l'époque, et donc toutes les institutrices incroyables, on fait attention à Nathan, les petits copains font attention, etc. Mais tu te rends compte qu'il y a un gap énorme. Je suis allée en sortie scolaire dans les bois, c'était encore le seul enfant qui allait dans une poussette. Et quand j'ai vu aussi la masse des enfants là qui se lèvent, les 25 gamins, quand on a dit on y va, alors ils se jettent tous sur leur manteau et courent, et Nathan il se lève, et alors il est un petit peu bousculé par les copains, tout ça, puis bah, c'est pas la même tonicité que les autres. Et là, quand tu es face à tous ces gamins et que tu vois le tien, oh la claque, oh la Oh. claque. Ah ouais, et le lendemain, l'instinct qui me fait ça va maman, ça a été hier parce que j'ai bien vu, c'était pas facile, hein. Et ça a Ouais. été vraiment, j'en avais parlé à Denis toute la nuit, hein, j'en avais pleuré de dire Oh. ah ouais, mais là j'ai vraiment vu quoi. Mais on n'avait pas de. On savait pas en fait. D'un point de vue médical, il n'y avait pas encore eu de diagnostic. Ah ouais. Ok.
Ok. Et donc le diagnostic, il est Et, arrivé ouais. à Et quel... c'est seulement en 2021, on a... Ok. Oui, ouais. Donc vraiment 2021, parce qu'en fait, il a commencé à faire des trucs bizarres avec ses yeux comme ça. Et donc la neuropédiatre qu'on voyait tous les 6 mois proposait qu'on filme et tout ça. Et un jour, au mois de mai, c'était 3 ans après mes 40 ans, je m'en souviendrai toute ma vie. Un matin, il était un peu ronchon avant d'aller chez l'orthophoniste et tout ça. Et là, il a recommencé à faire son truc avec les yeux. Et puis c'est parti en convulsion et puis vraiment en crise d'épilepsie. Oh là Et là. puis ça s'est arrêté. Et puis il a refait une deuxième d'affilée. Et donc là, on a appelé l'ambulance. Enfin, ça a été. Et donc là, on est parti pour 3 jours d'hospitalisation Ok. avec plein d'analyses. En plus, il a fait des poussées de fièvre, donc ils ont eu très peur qu'il fasse, comment est-ce qu'on appelle ça encore, une méningite. Ouf. Ok. Donc, il a une ponction lombaire, on a fait des scanners, on a fait des IRM, enfin, ça a été un séjour assez intense. Et on est ressorti de là 3 jours après en disant, bah, votre enfant, il est épileptique, voilà, voilà des antiépileptiques, mais on n'en sait pas plus. Et on Ok. va refaire quand même une recherche génétique ADN avec papa, maman et Nathan, et on verra bien. Ok. Et nous, on avait en parallèle décidé de le mettre en enseignement spécialisé. Donc moi, je suis en Belgique. Et en fait, il sortait de son premier cycle maternel, comme on appelle ça, donc jusqu'à ses 5 6 ans. Et alors, c'était clair que Nathan n'allait pas pouvoir entrer dans le cycle supérieur et a commencé à apprendre à lire, à écrire. Tous les petits copains, ils écrivaient déjà de la main. Nathan, c'était toujours, il écrivait Nathan, mais avec des gommettes. Enfin, il collait ses gommettes avec son prénom, il reconnaissait les lettres et tout ça. Mais tu voyais bien que ça allait être compliqué. Donc, on avait fait cette démarche de rentrer dans l'enseignement spécialisé. Et en été, on a reçu aussi un courrier de la génétique en nous disant, vous êtes convoqué le 2 septembre en génétique. Donc, le premier, Nathan rentrait en spécialisé, Ah donc oui. grosse rentrée. Et le 2, on était convoqué en génétique. Je te raconte pas la rentrée Ah scolaire. oui, c'était intense. Ouais. Ouf. Ouf. Ouais. Où là, du coup, bah, ils nous ont confirmé la problématique génétique de Nathan, qui est Ok. vraiment une maladie rare, donc qui est un déficit en GLUT1. Donc le GLUT1, c'est le transporteur de glucose qu'on a chacun nous dans notre constitution ADN qui permet en fait de faire passer le sucre, le glucose à notre cerveau et donc obtenir de l'énergie. C'est ça qui nous donne de l'énergie. Ok. Et en fait, Nathan, si tu veux, son transporteur, ben, enfin, il est déficient de sa formation génétique, il y a une malformation. Ok. Et donc, en fait, il ne sait pas absorber le glucose. Donc, en fait, Nathan, depuis qu'il est né, eh ben, tout le glucose que je lui ai donné enfin, voilà, dans son alimentation, etc., il ne savait pas l'assimiler. Donc, en fait, c'est comme si, tu sais, quand tu fais une crise hypoglycémique, tu n'es pas Mm. bien, là. Parce que Ouais. tu n'as pas assez d'énergie. Ben, en fait, Nathan, il s'est senti quasiment tout le temps comme ça. Alors, quand tu sais ça de nouveau en tant que maman, tu fais merci, super. Mm. Donc, pas simple. Et donc, on te dit, bah, le seul traitement, c'est de le mettre en régime cétogène. Donc, c'est en fait de lui donner une alimentation très grasse et très peu fournie en sucre Mm. pour que justement le corps choisisse pour aller chercher de l'énergie, d'aller chercher le gras au lieu d'aller chercher le sucre. Ok. Mais c'est hyper contraignant un régime cétogène et donc on a dû l'hospitaliser pendant 5 jours. On est resté à l'hôpital pour mettre en place ce régime cétogène. Parce que quand tu coupes le sucre vraiment du jour au lendemain, Ah bah oui. d'ailleurs, on est arrivé le matin, il était gris, il a commencé à vomir directement. J'ai dit, oh là là, ça commence bien. Et en fait, on te donne des repas cétogènes toute la semaine. Bah alors, les repas à l'hôpital, vous savez, les trucs qu'on nous donne qui sont toujours super. Heureusement, j'avais acheté des livres avant qu'il rentre à l'hôpital. Et donc, moi, j'ai cuisiné céto. Et donc, je lui ai amené plein de petits goûters, petits machins, tout ça, cétogène. Et en fait, il a mangé que à ça. Et Ok. après une semaine, on était bon, quoi. Mais ça a pris, ouais, 5 jours. Oh, non, mais incroyable, Sophie. Tu sais que pourtant, voilà, j'avais l'impression de connaître un peu ton histoire, mais là, vraiment, j'ai des frissons tout le long. Tu nous partages tellement. Et moi, j'ai envie de savoir, ton cœur de maman, il a ressenti quoi quand tu as eu le diagnostic? Est-ce que ça a été plutôt du soulagement ou plutôt, je sais pas, oh, ouais, ce qui nous attend? Ou comment t'as réagi? C'était surtout... Alors, il faut quand même savoir qu'entre le moment où on est sorti de l'hôpital au mois de juin et le mois de septembre, ça avait été tellement difficile. En plus, il n'a pas très bien réagi au traitement antiépileptique. Et Hmm. Denis, donc mon mari, c'est un peu mon soutien émotionnel. Et lui était dans tous ses états et il avait peur qu'en fait, il ait une maladie dégénérative. Et Ah, donc, en fait, il faut savoir que mon mari, il avait fait une liste des choses à faire si on nous annonçait qu'en fait, c'était dégénératif. Il m'avait dit, on revend tout, on se casse, on fait le tour du monde et on fera tout ça. oh,
Et là, je me suis dit, mais attends, mais avec quoi tu viens? Moi, j'étais pas du tout dans cette optique-là. Moi, je suis quelqu'un de positive et ça va aller, etc. Et donc, j'étais un petit peu, me dire, mais, à quoi tu penses? Et qui m'a quand même fait un peu flipper, quand même, je dois dire. Et le jour où on a été en génétique, en fait, notre neuropédiatre était là, mais on ne le savait pas. Et donc, en fait, quand le patient précédent est sorti, on a vu que la neuro était dans le bureau de la généticienne. Et là, Denis a paniqué en disant, oh, docteur machin est là, qu'est-ce que ça veut dire? Et il était vert. Ouf. Et donc, on est rentré dans ce cabinet et Denis a dit, je ne sais pas ce que vous allez nous dire, mais j'aimerais bien savoir, vous, docteur, si vous êtes là, est-ce que c'est positif ou négatif? Parce que là, moi, je ne sais plus respirer, donc répondez-moi Ouf. parce que là, j'en peux plus. Et là, elle a dit, non, 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 c'est une bonne nouvelle, on a de bonnes nouvelles à vous donner. Donc là, Denis a recommencé à respirer. Et moi, je me suis dit, OK, je me suis focalisée, bonne nouvelle. Ok. Mais donc, t'imagines quand même, le parcours quand même a été compliqué. Avoir un homme qui, d'habitude, émotionnellement, est beaucoup plus stable que moi, qui n'était plus du tout. Donc moi, je te Ouais. raconte même pas dans quel état j'étais, hein, quand tu vas, ah ben lui, il panique, donc moi, en fait, je peux surpaniquer, mon Dieu, quelle horreur. Ouais. Et en fait, de nous dire, non, non, c'est une bonne nouvelle. Et moi, je l'ai pris pour répondre à ta question maintenant. Désolée, c'était un petit peu long. Non, non, mais Euh, c'est le fait de se dire, OK, c'est une bonne nouvelle parce qu'on va enfin pointer du doigt ce qui est vraiment, en fait, du brouillard pour nous depuis tellement d'années et on va pouvoir enfin savoir ce qu'on peut faire pour lui, Mm. vraiment, parce qu'on touchait un peu à tout, tu vois, à de la rééducation. Justement, on nous disait, il y a des moments, il est très, on voit bien qu'il n'est pas bien, on va lui donner du sucre. Mais en fait, ça ne servait à rien, vu qu'il ne sait pas l'assimiler, bon, on ne savait pas. Donc on s'est dit, allez, on va quand même avoir des réponses Mm. à nos questions et surtout savoir ce qu'on peut mettre en place. Mais je n'aurais pas imaginé que c'était aussi lourd. Quand on dit, oui, on va mettre ton fils pendant 5 jours à l'hôpital pour mettre en place une certaine nourriture, qui n'est pas facile, sachant que Nathan, déjà de base, est un enfant qui ne mangeait pas très bien et qui mange avec ses yeux. Et au Mm. début, quand tu fais des trucs comme ça, cétogène, c'est très, très gras et très blop, blop. Enfin, ça ressemble pas à grand-chose quand tu n'as pas encore l'expérience. Après, je peux te dire 5 ans, on gère le cétogène, mais super bien. Mais, enfin, 4 ans. Mais au début, ça ressemblait à rien. Et donc, tu vois ton enfant qui mange pas, qui veut pas, etc. Et ça, c'est difficile, mais en même temps, tu te dis, allez, on y va. Euh, et la mise en place aussi, le fait de le mettre en enseignement spécialisé, autant ça a été une étape, et tu sais, quand on a, ah, il est où votre fils? Ah, ben, il est à telle école. Ben oui, c'est une école spécialisée, donc c'est un truc de plus aussi, de montrer qu'on a un enfant différent aux yeux de la société, ce qui n'est pas toujours simple. Et en Mm. même temps, ça lui a changé la vie, en fait. C'est des Waouh. petites classes, tu vois. Ils sont 5 6 7 8 peut-être en fonction des classes. Mm. Et chacun avance en fonction de ses capacités, etc. On est à leur écoute, il y a tout un système. Il y a, quand ils sortent, ils reprennent les cars scolaires, tu as toujours un adulte avec un enfant qui ramène l'enfant au car, etc. Enfin, c'est un autre monde dont on peut avoir peur au départ, mais en fait, ces enfants, ils sont hyper fort soutenus, écoutés dans leurs besoins, etc. Donc, en fait, moi, j'étais rassurée en tant que maman de me dire, ah, il va être bien, là, en fait. Il est Mm. bien. Ok. Donc là, depuis, en fait, depuis qu'il est dans l'école spécialisée, là, c'est l'école primaire, du coup, hein. Il a 10 ans, hein. Oui, c'est ça. Ok. Ouais, c'était le début des primaires, exact. Ok. Ok, ok. Et, waouh. Et comment ton quotidien, Sophie, ressemble à quoi? Ah là là, mon quotidien, par rapport à Nathan, par rapport à moi, par rapport à mon Par, travail, par rapport à ouais, ton rôle de maman, par rapport à ton aussi, j'aimerais bien aussi après évidemment qu'on en parle de ton entreprise en fait de coaching parental parce que évidemment hein, tout ça n'est pas arrivé par hasard non plus hein, ce que tu fais côté pro donc ouais je sais pas est-ce que ouais, en fait, j'ai plein de questions à te poser, donc je sais pas. À quoi ressemble ton quotidien et puis qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu mets en place pour bah, justement pour prendre soin de toi, pour prendre soin de tes émotions, pour prendre soin de ton corps, pour être bien disponible. Enfin voilà, j'ai plein de questions qui me viennent. Donc bah vas-y avec ce que tu veux. Je vais peut-être expliquer peut-être ma reconversion professionnelle parce que fatalement, on va dire que quelques années après, donc quand on était toujours en train de tâtonner, moi, ça a été compliqué pour moi de continuer à gérer cette carrière professionnelle. Puis j'ai changé de job en me disant que ce serait un peu mieux ailleurs, mais en fait, ça n'a pas été mieux. Et le dernier employeur m'a bien achevé, on va le dire comme ça. Ah, Et je pensais à l'époque que ce n'était qu'un burn-out professionnel, mais en fait, quand je retire le fil, tu vois, quelques années après, clairement, il y avait une dimension aussi familiale. Enfin, voilà, on parle de burn-out parental, et je pense que justement, les débuts dans cette parentalité extraordinaire, ça n'a pas été simple.
autant la crèche, c'était encore gérable, mais je te dis, la rentrée à l'école, etc., vraiment les gros gaps qui ont commencé à se mettre en place, je pense que ça a été beaucoup plus difficile émotionnellement, logistiquement à tout niveau. Donc, moi, en 2018, j'ai arrêté de travailler. Donc, Nathan avait 3 ans, il venait de rentrer à l'école maternelle. Vraiment vraiment un trop plein de tout. Et en fait, c'est la première fois que j'ai commencé une thérapie avec une psy. J'avais jamais fait ça de ma vie. Et mon médecin traitant m'avait dit, voilà, je vous arrête de bosser, mais vous allez voir quelqu'un, etc. Et le diagnostic était vraiment burn-out sévère. J'ai Mm. d'abord eu 15 jours d'arrêt, je crois. Je ne sais plus. Et puis après, elle m'a remis 3 mois d'un coup. J'ai pas compris, quoi. Je te dis. Et quand j'ai vu le rapport, j'avais vu la psy 3 fois sur 15 jours. Et elle avait quand même fait un rapport de moi. J'ai dit, mais c'est moi ça. Et j'avais fait lire à Denis. Il m'a dit, si, 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 c'est toi. C'est Ah quand oui, même. tu ne te rendais pas compte, Ah quoi. ouais, ouais, non, Tu vois. Ouais. non. Ouais, incroyable. Et en fait, ce travail m'a ouvert sur plein de choses parce que clairement, on a travaillé sur la situation actuelle, mais donc qui était assez floue. Mais j'ai commencé aussi à travailler sur moi, à faire des tests de personnalité, parce qu'elle était formée Waouh. en MBTI. On a fait de l'EMDR pour aller aussi chercher certains traumas par rapport à mes débuts de maternité, des Mm. choses comme ça. Donc, ça m'a fait énormément de bien. Et puis, c'est poser la question aussi de se dire, quelques mois après, je me sens un peu mieux, entre guillemets, physiquement, mais surtout, elle me disait, l'important, c'est de vous remettre dans un projet qui fait du sens pour vous, Mm. mais ça allait faire quoi? Et donc, j'ai d'abord découvert les doulas via une émission à la télé, parce que moi, au début, je voulais travailler avec les enfants, parce que, ben voilà, ma maternité Mm. m'avait quand même transformée. Et puis, je me suis rendu compte que pour être avec les enfants, ben, il faut que toi, tu ne sois pas avec le tien, parce que c'est des périodes, les C'est ça. mercredis après-midi ou les samedis, tu vois, où du coup, les enfants sont disponibles. Donc, je me suis dit, non, j'ai envie à nouveau d'être avec mon fils. Mm. Et donc, je me suis dit, ah, mais ce soutien aux femmes est absolument incroyable. Donc, j'ai envie de faire ça. Et donc, j'ai d'abord fait une formation de doula Ouais. ici en Belgique que j'ai adoré. C'était vraiment trop chouette. Euh, et en même temps, je me sentais un peu en décalage parce que j'ai voulu mettre cette partie de moi, businesswoman, etc., de côté pour faire Mm. place à la Sophie, l'accompagnante, la doula, etc. Euh, mais je sentais quand même que, comment exprimer ça? Comme si c'était un deuil à faire, mais que c'était trop difficile à faire, tu vois. Mm. Je n'avais pas envie spécialement de... Enfin, je me suis dit à l'époque, si, c'est ça que je dois faire, mais je sentais que j'avais mis une partie de mon cœur dans une boîte et que ça ne me convenait pas. Je ne sais pas si c'est Si, clair. si, ouais. Ouais, ouais. Je me suis lancée en 2020 en plein Covid. On avait dû arrêter notre formation Ouf. parce que voilà, on arrêtait le présentiel, etc. à ce moment-là. Et moi, j'avais commencé déjà à accompagner des copines, des anciennes collègues et tout ça. J'adorais ça. Mm. Et ma coach de l'époque, je lui dis, ouais, sur les réseaux sociaux, les femmes, elles sont encore plus seules. J'ai envie de me lancer. Elle m'a dit, ben, vas-y, t'as déjà commencé. Et donc, j'ai commencé en distanciel comme ça. J'ai fait un appel sur les réseaux en disant, ben voilà, vous me suivez sur ma page. C'était So Doula en devenir à l'époque. Et je dis, bah, moi, j'ai envie de vous accompagner parce que je vois que c'est difficile. Donc, si il y en a qui sentent l'élan de me rejoindre, allons-y, quoi. Donc, j'ai 3 mamans qui m'ont rejoint la première semaine, qui m'ont dit, ah oui, Sophie, j'ai envie de commencer avec toi. Donc, c'était trop bien. Ouais. Je me suis sentie à ma place directement. J'adorais ça. Et donc, ça m'a donné le goût aussi à accompagner comme ça en distanciel. Je trouvais que c'était totalement faisable. Et quand on est retourné hors confinement, je suis allée chez les personnes et tout ça. Et en même temps, je me disais, bah, par exemple, j'avais des femmes qui étaient perdues au milieu de la campagne dans les Ardennes. Bah, le Mm. fait, par Zoom, de pouvoir quand même leur donner ces espaces d'écoute, de soutien, etc., je me dis, waouh, c'est quand même incroyable ces Zooms et tout ça. Donc, je me suis dit, c'est quelque chose que j'ai envie de garder. Et j'ai des personnes qui sont venues me trouver pour le retour au travail, tu Mm. vois, pas spécialement pour le postpartum et tout ça. Et je me suis dit, oh, ça me fait un truc. Ah là Ça me là. faisait vraiment un truc en plus, tu vois. Je sais pas, il y a un truc qui chauffait à l'intérieur. Je me Mm. suis dit, ah, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et la coach que j'avais à l'époque, qui avait une dimension très holistique, me faisait partir dans des voyages comme ça. Alors, on était dans un retour en arrière et je me voyais dans mes débuts de maternité, justement, au travail où c'était difficile. Et en fait, j'ai eu vraiment un flash où je me suis dit, mais en fait, ce dont j'avais besoin à l'époque, c'est de Sophie, c'est de moi maintenant, mais dans cette époque. Et je lui dis, mais en fait, moi, je veux faire ça. Moi, je vais aller en entreprise, je vais aller parler de ça et je vais leur dire que, ben, en fait, c'est important de soutenir les personnes et tout ça. Je suis Mm. rentrée de ce coaching, il était 20h30. Je pense que je n'ai pas dormi de la nuit. Je n'ai fait que regarder sur Internet et tout ça.
J'adore. Et j'ai trouvé qu'il y avait des sociétés qui faisaient ça, mais plus dans les pays anglo-saxons. Tu sais, Canada, Angleterre, ils sont tous de Mm. façon méga avancés par rapport à nous. C'est bien placé pour le Mm. savoir, les États-Unis et autres. Et donc, je me suis dit, waouh, et en fait, il n'y avait personne qui faisait ça chez nous. Je me Incroyable. suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. Mm. C'était ouais, une évidence, quoi. Ah ouais, Ah ouais, incroyable. Et donc, j'ai pu ressortir ma moitié de cœur qui était dans cette boîte qui me manquait tellement, et je magique. l'ai remis dans mon cœur, et je me suis dit, oh, là, je me retrouve. En fait, j'ai je vais pas dire une double personnalité, même si je suis Gémeaux, voilà, faut quand même le savoir. Et en même temps, je pense qu'on peut être dans la douceur et la bienveillance qu'on me reconnaît régulièrement, surtout les personnes que j'accompagne, et en même temps, ce côté, bah, j'ai été en entreprise, je sais de quoi on parle, je connais la dimension business, je connais la gestion de projet, je connais les directions, leurs problématiques, enfin les directions, je veux dire les comités de direction, tout ça, Mm. parce que j'ai vécu là-dedans, j'ai vécu la place des parents. Et Mm. donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dans mes accompagnements, bah, je sais, quand elles me parlent de difficultés et tout ça, je sais parce que je l'ai vécu. Mm. Je l'ai vécu. Donc je me sentais encore plus et je me sens aujourd'hui encore plus à ma place d'avoir laissé autour de on va dire de la naissance. Il y a plein de femmes qui font ça de manière merveilleuse et j'ai adoré faire ça. Et en même temps, je me rends compte que je suis dans ma, tu vois, zone de génie, comme on appelle ça, à Mm. 200% dans cette reprise du travail où en Mm. fait, il y a tellement de choses qui se jouent, tu vois. C'est la dimension, ok, le nombre de femmes à qui je dois aider à faire le chemin de se dire, bah si, tu as eu un changement identitaire, mais dont elles n'ont même pas encore pris Oui. conscience 6 mois ou un an après, tu vois. Ouais, c'est clair. Et c'est pour ça que je trouve ça aussi génial que tu fasses des interventions directement aussi en entreprise, parce qu'en fait, ça vient vraiment, tu vois, toucher les directions qui sont assez loin encore, même si, voilà, de nos jours, tu te dis que c'est quand même ouf. Enfin, ça devrait être presque la normalité, que, voilà, toi, tu arrives à vraiment en parler en fait, vraiment au cœur, quoi, au cœur de ce qui a besoin d'évoluer, en fait, hein. Parce que si toutes les Ouais. directions d'entreprise avaient conscience des enjeux voilà, les mamans, les nouvelles mamans ont, bah, en fait, ça serait bénéfique pour tout le monde. Ça serait que du positif. Tandis que là, il y a encore trop de femmes qui retournent au boulot, la boule au ventre, qui, voilà, parce elles sont pas du tout considérées. Elles ont, comme tu dis, pas conscience encore de ce changement identitaire, qu'elles sont en pleine matrescence et qu'en fait, ça vient faire bouger, mais tous les aspects de sa vie, quoi. Dont le boulot, évidemment. Bien sûr. Et il y a cette surcompensation professionnelle à ce Mm, moment-là aussi de te dire, tu parlais de place au début que j'aide les femmes à retrouver leur place. Tu n'imagines pas cette thématique-là, le nombre de fois qu'elle ressort pendant les coachings. Et mm, je pense que ma place, elle est essentielle auprès de ces personnes pour ne pas se surinvestir ou essayer de surcompenser ou de rattraper un temps, parce que là, c'est la course à l'épuisement, au burn-out, ce que moi j'ai fait mm, à l'époque, tu vois. Ou alors, t'es pas contente. Il y a plein de femmes dans les 2 ans qui partent mm, en fait de leur job, qui était un job hyper intéressant, mais comme elles sont pas considérées et pas valorisées dans mm, leur changement identitaire non plus, mais donc elles n'ont pas spécialement conscience elles-mêmes, encore moins la personne qui les entoure, mm, ben en fait elles sont blasées, mécontentes, ça va pas, plus d'investissement dans le travail. Alors que pour moi, si tu arrives à faire les liens entre, tu vois, te sentir bien à ta place dans ta famille, dans ton changement identitaire et aussi au travail, et de pouvoir le communiquer autour de toi et de poser tes limites et pouvoir aussi communiquer quand ça va pas, mm, ben, je pense qu'en fait, tu peux faire plein de choses. mm. C'est sûr. C'est Et je trouve ça. que tu es tellement, mais t'incarnes tellement en fait ce que tu offres. C'est vrai, parce que le fait d'être passé par là, tu es vraiment la meilleure personne pour accompagner les femmes dans ce un peu retour ouais, à elles-mêmes finalement. Est-ce que, tiens, j'ai une question qui me vient. Est-ce que tu dirais que, voilà, t'as un espèce... comment tu trouves un peu ton équilibre entre ta vie de femme, ta vie de mère, ta vie de coach, ta vie de, voilà, Sophie au global? Est-ce que t'as mis des choses en place dans ta vie, dans ton quotidien, qui font que, en fait, tu trouves un certain équilibre? Alors, ma vie, elle est loin d'être parfaite parce que j'ai déjà eu la question à plusieurs reprises quand on m'a dit, ah, mais vous, Sophie, vous êtes coach parental, alors votre vie de famille et autres, elle est parfaite. Non, pas du tout.
comment dire. Non, c'est pas ça la définition d'être coach. Et les personnes qui vous disent ça, fouillez-les, s'il vous plaît, hein, C'est ça. Mhm. parce que la vie parfaite, l'équilibre parfait, il n'existe absolument pas. Je pense qu'on est, et je suis encore challengée au quotidien bah, par ma parentalité Mhm. extraordinaire, mais partout, j'ai envie de dire, par justement cette... moi, j'aime bien parler d'harmonie, vie privée, vie pro, parce que même si aujourd'hui, donc, comme tu disais, c'est mon entreprise, donc je suis ma propre boss, en même temps, je ne suis pas la boss des plus faciles, à mon avis, c'est sûr. Et donc, l'idée, c'est que je suis tout le temps aussi challengée, moi, par ça, Mhm. à remettre en fait à la juste place les différentes sphères de ma vie, en fait, qui cohabitent les unes avec les autres. Et comme je travaille énormément aussi, je fais des ateliers autour de ça, j'adore ça. Je sais pas si tu connais l'outil de la roue de la vie, tu vois, où on met Oui. vraiment ces différentes sphères de la vie qui sont différentes d'une personne à l'autre. C'est en fait un exercice permanent en fonction des périodes, en fonction des événements qui t'arrivent, etc. C'est de se dire, OK, là, c'est quoi ma priorité? Aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, cette année, j'en sais rien, tu vois, mais de mettre un espace-temps. Et moi, ça m'arrive tout le temps. Parce que du fait, à nouveau, de ma parentalité extraordinaire, ben, Nathan, tu le sais bien, parce qu'on échange régulièrement sur ces sujets-là, ben, on a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Ben, là, c'est fatalement le côté famille qui va Mhm. prendre beaucoup plus de place et je vais diminuer tout ce qui est travail, dimension sociale ou autre. Et c'est Mhm. OK, de temps en temps, c'est un peu frustrant, mais plus on est clair, au clair avec ce qu'on a envie et pourquoi. Moi, j'aime bien revenir toujours à pourquoi je fais les choses. Mhm. Ça, je trouve ça hyper important et c'est ça que je partage aussi dans mes coachings et autres, c'est le fait de vous dire, ne faites pas les choses juste pour les faire, c'est posez-vous la question souvent, c'est pourquoi vous les faites. Mhm. Je trouve ça tellement, tellement important, tu vois. J'en ai ma carte postale sur l'amour qui vient de se décrocher, donc elle était d'accord avec moi. Mais vraiment, c'est tellement, tu vois, les moments où justement je travaille un peu moins parce que Nathan demande plus d'espace-temps et c'est bien normal. euh, bah, je me pose la question, pourquoi est-ce que j'ai réduit? Ah bah oui, c'est important pour ça, pour ça. Et en même temps, je suis une maman, moi j'ai côtoyé, je m'entoure aussi pas mal de groupes de Mhm. soutien autour justement de la maladie de Nathan ou d'autres choses. Et il y a des Mhm. mamans qui ont fait le choix d'arrêter de travailler et je les admire pour ça. Et moi, en même temps, pour être une femme épanouie, la dimension travail, elle est hyper importante. Mhm. D'accord? Et donc voilà, j'ai besoin aussi de mon travail pour m'épanouir. Et en même temps, bah, il y a des moments où je sais plus mettre l'accent sur le travail, des moments où c'est moins. Le couple aussi est une dimension ultra importante et de nouveau dans une parentalité extraordinaire, hein. Bon, Mhm. j'aime pas mettre les personnes ou les situations dans des cases, mais on va dire que par rapport à une famille plus classique, et je mets des gros guillemets, hein, tu me vois avec mes gros doigts, classique et on va dire extraordinaire, et à nouveau, je n'aime pas les cases, mais c'est pour exprimer ce que je partage. Je pense que dans une famille plus traditionnelle, on est dans un temps avec la petite enfance confrontée avec plein de choses. Et puis, plus les enfants deviennent indépendants, plus c'est, je ne vais pas dire plus facile, je veux dire plus fluide. Oui. Avec les challenges et tout ça de tout âge, on est bien d'accord. Et je pense que ça va nous poursuivre toute notre vie, les challenges de tout âge. À côté de ça, quand tu es dans une parentalité extraordinaire, il y a ce côté, j'ai mis les mots récemment en thérapie là-dessus, sur le côté hypervigilance permanente, tu vois. Mhm. Ouais. Parce que tu n'es tellement pas à l'abri d'un truc, ou dès que Nathan est un petit peu malade, comme bah, il a un terrain épileptique et tout ça, tu peux pas dire, ouais, c'est bon, la fièvre qui monte un peu, t'inquiète, machin. Ben non, nous, la fièvre, elle peut pas monter, sinon c'est des convulsions. On peut vite se retrouver à l'hôpital pour X ou Y, etc. Donc en fait, je me rends compte que je suis en hypervigilance permanente. Du coup, notre couple est en hypervigilance Mhm. permanente, et donc c'est aussi comment est-ce qu'on se trouve, nous, des temps Ouais. dans une bulle en dehors de cette hypervigilance au quotidien. Tu vois, Mhm. donc c'est plutôt des choses comme ça qui sont hyper importantes. Dans mes trucs Mhm. et astuces, je pense que le fait de me faire accompagner, de me Mhm. faire aider, c'est ultra important d'avoir des espaces, que ce soit pour moi-même, bah, avec notre super mastermind Mama Rising qui me fait un bien fou au quotidien. Mais à côté de ça, j'ai du coaching, j'ai de la thérapie. Mhm. On a mis en place une thérapie de couple qui nous fait aussi énormément de bien. Et Wow. notre thérapeute, le jour, il nous disait, mais enfin, vous ne faites pas partie d'un groupe de parole de parents tels que vous, etc. Ah ben non, mais moi, je l'ai créé. Du coup, effectivement aussi, Mhm. avec Clara, que j'embrasse fort si elle écoute un jour ce podcast, qui a développé une plateforme d'information pour les parents d'enfants porteurs de handicap. Elle a décidé de créer une communauté, ben, je l'ai co-créée avec elle et donc on a des temps, plusieurs fois par mois, où on se Mhm. retrouve entre parents extraordinaires, où je suis
facilitatrice de ces moments. Et en plus, je suis maman, je participe avec deux casquettes en fait. Et ces moments, ils sont ultra importants aussi de soutien, d'écoute, de partage, de beaucoup de tips aussi à se, Mm. à se donner. Ouais, Ouais, c'est important. j'adore. Ça me touche tout ce que tu partages, que ce soit bah voilà, toi te faire aider en tant que toi, Sophie, personne, mais aussi l'aspect du couple. C'est vrai Ouais. voilà, je suis très contente qu'on l'aborde aussi parce que bah voilà, vous êtes une équipe quoi. Vous êtes les meilleurs parents pour Nathan et c'est hyper précieux d'avoir ces moments justement à deux, là que vous fassiez accompagner, je trouve ça absolument génial et puis le fait que tu en parles encore plus. Donc merci quoi, le fait d'avoir co-créé cet espace avec d'autres parents. En fait, cet espace de soutien, ces ressources, ces approches ouais, qui aident, qui soutiennent, elles sont tellement précieuses et tellement importantes. Merci de mettre tout ça en place, quoi, Sophie. Vraiment, bravo pour ça. C'est magique. C'est Merci, frisson. merci. Et moi, je vous encourage, enfin, j'encourage vraiment toutes les personnes qui nous écoutent, peu importe votre situation, mais d'être le plus authentique possible Mm. avec vous-même et avec les autres. Ça sert à quoi de faire comme si de rien n'était, comme si tout allait bien? Alors, il y a des personnes qui en ont rien à fiche, effectivement, quand ils vont vous demander comment ça va, et tu lui dis, en fait, ça va pas, mais ils seront déjà au bout du couloir, on est d'accord, on s'en fout de ces personnes-là. Ouais, c'est ça. Mais moi, je vous invite vraiment à partager avec les personnes qui s'intéressent vraiment à vous et qui veulent vraiment savoir comment vous allez, de partager quand c'est plus difficile, parce que moi, j'ai encore vu ici, début d'année scolaire, on avait voulu mettre des choses en place qui n'ont pas fonctionné. Et à Mm. l'école, on m'a dit, est-ce que ça va? J'ai dit, en fait, pas du tout. Ouais. Et Très en bien. fait, on a trouvé des solutions parce que j'ai exprimé que ça n'allait pas du tout. Au lieu de rester dans un truc, on va arrêter le côté parent ou mère, surtout sacrificiel. Mm. Non, j'aime Nathan du plus profond de mon cœur, mais je ne vais pas me sacrifier pour lui, ça n'a aucun sens. Mm. D'accord? Ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps aussi. S'il vous plaît, les gars, on prend soin de soi aussi et avant tout pour nous-mêmes et pour nos enfants. Mais c'est super important de ne pas se sacrifier pour nos enfants et prendre soin de soi. Donc, s'il y a une situation qui ne va pas, ben, exprimons-la et comme ça, les autres sont là, peut-être pas pour trouver la solution ou faire à notre place, mais il y a toujours plus dans plusieurs têtes que dans une, comme je dis toujours. Et ça permet d'être authentique avec nous-mêmes avant tout, de se dire non, mais en fait, là, ça va pas. Et c'est OK que ça n'aille pas. Mm. Et non, mais et bravo, c'est super je trouve que c'est tellement un rappel important en fait de dire les choses parce que ça peut être difficile de dire les choses, ça peut être difficile de demander de l'aide, ça peut être difficile de dire j'y arrive pas, ça peut être difficile de dire non. Et en fait, c'est primordial, quoi. C'est primordial et ça s'apprend. Et c'est pour ça que le fait d'être entouré, s'entourer de personnes, comme tu disais, authentiques, bienveillantes, qui nous veulent que du bien, qui veulent que nous tirer vers le haut, c'est primordial, quoi. Si on n'est qu'avec des vibrations, des gens qui nous tirent vers le bas, mais ça, on n'en veut pas, on n'en veut plus, c'est finito, quoi. Donc, merci, c'est un rappel hyper précieux, quoi. Ouais. Et j'ai envie de dire, on n'ose pas demander de l'aide parce que notre société nous, Mm. enfin, nous pousse pas à le faire parce que ah, c'est faible, demander de l'aide, etc. Ça, c'est aussi quelque chose que je travaille énormément en coaching, mais c'est pas faible en fait. C'est un premier Mm. geste vis-à-vis de nous pour nous aider et c'est une force pour moi justement de demander de l'aide. Mm. Et on n'a pas envie d'embêter les gens et au pire, les gens, ils nous diront non. Mais moi, je dis toujours que tant que tu n'as pas à poser la question, la réponse, elle sera toujours non. Mais ta Mm. propre responsabilité, c'est d'aller poser la question. Après, Mm. si la personne, elle te dit non, mais au moins tu sauras. Mm. Ouais. Mais toi, ta responsabilité, c'est de te dire, ben, je me sens pas bien, oui, il y a un truc difficile, etc. J'ai une question à poser, je vais poser la question. Et je n'ai pas peur de poser la question, parce qu'en fait, je suis légitime de la poser, cette question. Mm. Après, la réponse que je reçois, c'est autre chose. Mais au moins, moi, j'aurais fait le chemin de poser la question. Ça, Mm. c'est important, Super. vraiment. Oh, génial. Ouais. Sophie, est-ce que tu veux nous parler peut-être un peu plus en détail avant qu'on finisse cet enregistrement sur ce que tu proposes? Donc en détail, ton coaching parental, comment ça se présente? Avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, je travaille principalement, comme vous disais tout à l'heure, avec les entreprises, hein, parce que je Mm. pense que justement, ma valeur, elle est là aussi, c'est d'aller partager mon histoire et ce que j'ai vécu pour que ça puisse servir à tellement d'autres personnes. Et donc de faire comprendre aux entreprises qu'elles ont aussi leur part de responsabilité là-dedans Mm. et que c'est important qu'elles soutiennent leur personnel, leurs collaborateurs parents. Alors j'inclus les papas aussi et j'invite les papas aussi à venir parce que donc Tout je à suis fait. coach parental, hein, et donc j'accueille à bras ouverts les papas également.
Et comme je disais à Mathilde en off avant, il n'y a rien à faire, hein. Mais 99% des personnes que j'accompagne, ça reste des mamans. C'est Ouais. incroyable. Alors Alors, je que, vais dire en one-to-one, hein. En workshop, j'ai peut-être un peu plus de papas qui osent quand même pousser un peu la porte. Mais je pense aussi que, de manière générale, ben, l'accompagnement, les hommes, ils sont moins prêts à s'ouvrir à cette porte-là. alors que franchement, je pense qu'il y a énormément d'hommes qui en auraient bien besoin, hein. Ouais. Donc oui, quoi. Aussi pour Ouais. les... Et puis la société, elle n'est pas encore très... Je pense qu'il y a beaucoup de pères qui veulent bien plus prendre leur Mm, place, tu vois, dans leur famille. Et en même temps, c'est pas toujours très bien accueilli, tu vois. On n'arrête pas de dire qu'on va allonger les congés de paternité, etc., mais pas spécialement les rendre entièrement obligatoires. Mais mm, du coup, quand un père dépose une demande de congé paternité, voire parentale, auquel ils ont droit jusqu'à X ans de leurs enfants, en dépendant, enfin, ça dépend du pays dans lequel vous êtes, le nombre de personnes en fait qui se font catégoriser négativement en disant en fait, t'as une femme, bah, c'est pas à toi de faire ça, etc. Donc il y a du chemin aussi dans les entreprises et dans la mentalité des gens par mm. rapport à ça. Donc c'est pour ça aussi que j'invite les pères à venir me voir et qu'on puisse travailler ça. C'est tellement important. Donc ouais, en coaching individuel, je m'occupe principalement donc des mères qui reviennent de congé maternité ou parentale, parce que je travaille par exemple beaucoup avec le Luxembourg, où là, elles font souvent une pause d'un an. Ok. Donc c'est quand même assez hard de reprendre le travail comme ça après un an dans un monde un peu parallèle. Et donc c'est sponsorisé par l'employeur, parce que donc, comme je disais tout à l'heure, pour moi c'est important que l'employeur soutienne cette transition de vie, et en même temps on va me dire, oui, mais j'ai pas envie de rentrer dans la vie privée des gens. Je dis, pas de problème, ça c'est moi qui le fais, c'est pas vous. Oui. Ouais, ouais. Vous faites un geste de soutien envers les parents qui travaillent pour vous en disant on va t'offrir des séances de coaching pendant les heures de travail. J'insiste, ça c'est super important parce que je me souviens pendant une En première plus. coaching, ouais. Ouais. Et ça, c'était un papa qui m'avait dit ça, qui m'a dit mon Dieu, Sophie, mais en fait, sans la démarche de mon employeur, de un, jamais j'aurais fait de coaching de ma vie, donc je rappelle, c'était un papa. Enfin, c'est un papa parce qu'il est toujours vivant. Et deuxièmement, il dit dans la vie que j'ai, en fait, je n'aurais jamais eu le L'espace. temps. Ouais. Ouais, parce que entre le boulot, les enfants, les activités extrascolaires, machin, aller mettre encore une heure de coaching à gauche, à droite, il n'y a pas. Oui. Donc, Ouais. d'où l'importance de le faire via l'employeur. Et la vie privée, ben, en fait, mes coachings, ils sont 100% confidentiels, donc je ne rapporte jamais le contenu de mes coachings aux employeurs. Juste un petit feedback, c'est toujours intéressant quand même que l'employé puisse partager un petit feedback sur la démarche d'accompagnement, mais le reste, c'est confidentiel. Et en même temps, on est quand même dans la reconnaissance des personnes et de leur transition et de leur parentalité au travail. Donc pour moi, c'est super important, quoi. Donc ça, c'est le premier volet. Il y a le volet aussi atelier, conférence, atelier, pardon, workshop que j'adore faire parce que là, du coup, j'arrive plus à avoir des papas aussi autour de la table et on Super. aborde plein de sujets justement autour de ben, qui on est en tant que parent, la culpabilité maternelle, la communication avec les autres, Mm. plein de sujets comme ça, médecine limite au travail, temps partiel, pas temps partiel, pourquoi, la roue de vie, enfin, toutes des choses comme ça, l'harmonie vie privée, vie perso. Et là, quand j'ai des papas autour de la table, c'est d'une richesse aussi, parce que Oh. eux se rendent compte aussi, et inversement, les mamans qui sont autour de la table, ils se rendent compte des discours qui sont quand même souvent forts, catégorisés, je vais dire, par sexe, mais en fait, de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre qui n'est pas ton compagnon ou ta compagne, ben, en fait, ça change la donne dans ta réflexion. Parce que Ah. tu te dis, ah ouais, parce que souvent, hein, on met ça sur le stress, les hormones ou les difficultés de se comprendre dans un couple, etc. Mais finalement, quand c'est ta collègue qui dit exactement la chose que ta femme, C'est tu ça. vois quand même que les mecs, ça réfléchit quand même. Ils disent, ah allez, ah ouais, ouais, ah ouais, ouais, ouais. Et donc, ils essayent en plus de se comprendre. C'est super bien d'être observatrice de ça parce qu'en fait, il y en a plein qui ont déjà dit bah, à leurs collègues, mais pourquoi est-ce que vous pensez ça? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas plus souvent au week-end entre filles? Parce qu'on parle beaucoup de culpabilité, etc., par Mm. exemple. Et donc, c'est mignon de voir le collègue qui essaie d'inciter ses collègues à aller plus en week-end, parce qu'il n'arrive pas à le faire à la maison, alors du coup, il essaie de le faire avec ses collègues. Mais je trouve ça hyper riche, en fait, d'avoir les deux, j'aime pas dire clans, parce que c'est pas du tout des clans, pour moi, on est des équipes, Oui. mais d'avoir les deux côtés, tu vois, qui se parlent et qui comprennent, du coup, d'une autre façon, je trouve ça Génial. incroyable. Donc ça, j'adore faire. Puis je donne des conférences aussi donc sur l'harmonie vie pro, vie perso. Qu'est-ce que c'est de parent, j'allais dire en 2025, bientôt je changerai mon titre, ce sera en 2026, mais
Voilà, c'est important aussi de montrer aux gens que même s'ils ne rentrent pas dans un parcours de coaching ou dans des workshops, etc., parce que ben, de nouveau, c'est des investissements pour les entreprises, à voir ce qu'elles veulent mettre aussi comme temps, comme budget, etc. Si je Mm, peux déjà arriver avec une heure et demie à faire comprendre aux personnes qu'en fait, non, tu n'es pas tout seul à pédaler, qu'on est tous dans le même bateau et que la parentalité, c'est merveilleux et qu'en même temps, c'est challengeant pour tout le monde, c'est mm, quand même chouette de pouvoir conscientiser les personnes autour de ça. Je pense que c'est super important de le faire. Donc, mm, ça, j'aime beaucoup faire. Et l'idée, ce serait aussi de plus accompagner autour de la parentalité extraordinaire, donc qui me concerne mm, personnellement. Je le fais déjà donc avec Clara pour notre communauté de parents extraordinaires. Et je pense qu'en entreprise, il y a aussi énormément de personnes concernées avec la problématique que certains ont partagé avec leur employeur qu'ils étaient concernés, d'autres pas. Et donc, je suis en train de creuser avec certains, justement, dirigeants d'entreprise, de voir comment je pourrais accompagner ces personnes-là. Est-ce que c'est par du coaching individuel? ok. Est-ce que c'est par des petits groupes? Mais ça aussi, de nouveau, c'est compliqué parce que est-ce qu'on ose, du coup, pousser la porte avec cette étiquette-là, même si on reste, Mm. du coup, en petit comité, etc. Ça reste quelque chose encore à développer, mais que j'ai vraiment envie de faire parce que je pense que c'est Pas tout encore ça. un soutien qui est très important à offrir, en tout cas. Wow. Oh, Ouais. merci pour tout ce que tu fais, Sophie. C'est formidable et je suis si heureuse qu'on ait échangé aujourd'hui. Je pense qu'on aurait pu encore continuer pendant longtemps, mais je suis hyper en fait touchée de tout ce que tu as partagé. Donc vraiment, merci de tout ce que tu nous as partagé. Merci de faire ce que tu fais, Sophie. C'est absolument formidable, primordial. Tu es une femme exceptionnelle. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler avec moi aujourd'hui. Et voilà, je mettrai tous tes liens pour te retrouver dans la description. Et ouais, merci, merci, merci. Merci Mathilde pour tous ces retours qui me touchent super fort. Tu es aussi une femme extraordinaire. C'est un plaisir de t'avoir dans ma vie. Quel bonheur. Merci la vie C'est de vrai. m'avoir mis sur ton chemin. Vraiment, c'est un plaisir et c'était une joie et important pour moi de partager sans filtre et en toute authenticité aussi autour de ma vie de maman, de ma vie d'entrepreneur. Et je ne l'ai pas partagé aussi, mais ce qui est important pour moi aussi, c'est que j'ai développé un podcast aussi sur la parentalité, si ça intéresse les personnes, que j'ai Mm, appelé Gap de parents. Donc GAP, vraiment Gap, c'est ouais, entre tout ce qu'on avait imaginé et la réalité, les mm. gaps sociétaux, les gaps générationnels. Et je pense que là aussi, il y a pas mal de choses. Et là, je pense que la sensibilisation que je fais régulièrement, elle est importante aussi. Donc, je suis ravie d'utiliser aussi ce média. Et on est d'accord, les podcasts, c'est génial, hein. On adore, donc Je mettrai ici, c'est évidemment clair. aussi le Ouais. lien dans la description. Sophie, un Mhm. immense, immense, immense merci. De toute façon, je sais qu'on se retrouvera très bientôt. Oh oui, Puis, merci encore. Puis prends bien soin de toi. merci Mathilde. Pareil, prenez soin de vous et prends soin de toi, Mathilde. Je t'embrasse. À bientôt. À bientôt. Cet épisode est fini. Merci infiniment d'avoir rejoint cette aventure au cœur de la santé hormonale et du bien-être féminin. Ensemble, nous avons exploré les mystères et les défis de la vie féminine en mettant en lumière le pouvoir et la résilience qui résident en chacune d'entre nous. Je vous encourage à continuer à cultiver cet équilibre hormonal optimal, à écouter votre corps et à prendre soin de vous avec compassion et bienveillance. Rappelez-vous toujours que vous êtes votre meilleur allié dans ce voyage. N'hésitez pas à partager cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée. Continuez à vous connecter avec notre communauté sur Mathilde Ando Bloom où vous trouverez des ressources supplémentaires, du soutien et des encouragements pour votre cheminement personnel. Je suis vraiment honorée de faire partie de votre parcours et reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée en me permettant de vous accompagner dans cette quête de santé et d'autonomie. À bientôt pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la vie féminine.